L'harmattan soufflait ce matin-là sur Nkolbisson, charriait une poussière fine qui transformait l'horizon en brume dorée. Ce vent sec du Sahara, chargé de sable et de mystère, annonçait la saison sèche avec sa cohorte de difficultés. Dans ce quartier populaire de Yaoundé, les premières lueurs de l'aube révélaient un paysage de contrastes saisissants. Les maisons de tôle ondulées rouillées côtoyaient des baraques de planches décolorées par les pluies tropicales. Entre elles serpentaient des ruelles de terre battue, où les flaques de la veille reflétaient encore les dernières étoiles. L'odeur âcre du charbon de bois se mêlait à celle du café grillé et du pain chaud que préparaient les premières vendeuses dans leur kiosque de fortune. Maman Solange, une femme robuste de 55 ans, aux hanches généreuses, installait son étal de beignets sous un parasol déchiré. Ses cheveux grisonnants, tressés en nattes serrées ornées de perles de couleur, encadraient un visage buriné par les épreuves, mais éclairé par un sourire perpétuel. Son pagne en wax hollandais, au motif d'ananas doré sur fond vert émeraude, ondulait dans la brise matinale. Au carrefour principal, là où convergent 4 artères poussiéreuses bordées de baobabs centenaires, la vie grouillait déjà. Amadou Sangaré, mécanicien de son état, émergea de sous une Peugeot 504 jaune aux ailes froissées. Ce Peul du Nord de 28 ans, à la silhouette élancée et aux traits fins, portait un bleu de travail troué aux genoux et aux coudes. Ses mains, perpétuellement tachées d'huile de vidange noire, témoignaient de son labeur quotidien. À côté de lui, Brice et Samba, vendeurs de cartes téléphoniques, comptaient sa recette de la veille sur une caisse de bière Castle retournée. Ses 26 ans avaient été marqués par l'abandon de ses études d'informatique faute de moyens. Il portait un jean délavé et un t-shirt I Love le Noailles acheté d'occasion au marché Mokolo, et ses baskets blanches, jadis immaculées, racontaient l'histoire de 1000 courses dans les rues défoncées. Samuel Landoa, le cireur de chaussures, installait déjà son matériel près de l'arrêt de taxi. Cet ancien séminariste de 30 ans avait quitté le séminaire après la mort de son père, contraint de subvenir aux besoins de sa famille. Sa boîte en bois sculpté contenait des cirages de toutes les couleurs, des brosses usées mais efficaces, et ce chiffon rouge qui lui portait bonheur depuis 10 ans. Un silence étrange s'installa soudain sur les carrefours, comme si une force invisible avait suspendu le temps. Les enfants qui couraient pieds nus entre les flaques, chassant les poules faméliques, s'immobilisèrent d'instinct. Les femmes qui pilaient le mil dans leur mortier de bois cessèrent leur rythme séculaire. Même les mototaxis, qui d'ordinaire pétaradaient sans répit, semblaient retenir leur souffle. Mama Victoire, la doyenne du quartier âgée de 75 ans, leva ses yeux fatigués de son plateau de cacahuètes grillées. Cette femme mémoire, gardienne des traditions et des secrets, sentait approcher quelque chose d'important. Ses cheveux blancs comme l'écume, noués dans un foulard en madras rouge, encadraient un visage creusé par les décennies, mais aux yeux encore vifs comme ceux d'un rapace. Elle porta instinctivement la main à son collier de gris-gris, un mélange de cauris, de griffes de panthère et de racines protectrices bénies par le marabout de son village natal. Son pagne traditionnel en raffia, teint à l'indigo, vestige d'une époque où les femmes tissaient encore leurs propres étoffes, bruissa doucement dans la brise qui s'était levée. « Il arrive !» murmura-t-elle en langue ewando, et ce simple mot circula de bouche en bouche comme une incantation. Du fond de la rue principale, bordée de manguiers aux fruits mûrs qui embaumaient l'air de leur parfum sucré, émergea une silhouette qui commandait le respect absolu. Papa Koto Anguille, car tel était son nom complet que seuls les initiés osaient prononcer, avançait d'un pas mesuré qui transformait chaque mouvement en cérémonie. À 57 ans, cet homme de la prestigieuse tribu Bamileke de l'Ouest Cameroun incarnait le pouvoir sous toutes ses formes. Sa stature imposante, 1,80 m de muscles encore fermes malgré l'âge, témoignait d'une jeunesse passée dans les plantations de café en altitude. Sa peau d'ébène, luisante comme le bronze poli, portait sur les tempes les 3 scarifications rituelles parallèles, marque de son initiation dans les sociétés secrètes quais de sa région natale. Ce matin-là, il portait un grand boubou de coton blanc immaculé, tissé dans les ateliers royaux de Fumban et brodé de fils d'or pur qui captaient chaque rayon de soleil. Les motifs représentaient l'histoire de sa lignée. Lion stylisé, épi de mille, spirale cosmique et symbole de royauté. À son cou pendait le nja, collier ancestral, fait de perles d'ambre et d'or, transmis de génération en génération dans sa famille de chefs traditionnels. Sa démarche royale faisait résonner ses sandales en cuir de buffle sur le sol durci et chaque pas semblait marquer le rythme d'une danse invisible. Dès que Papa Koto apparut au carrefour,
une transformation magique s'opéra. Les jeunes hommes du quartier, qui d'ordinaire traînaient découverts, se redressèrent instinctivement. Moussa Diallo, le jeune tailleur sénégalais aux doigts agiles mais au portefeuille vide, sortit de son atelier de fortune. Ses 25 ans avaient été marqués par l'exil économique de Dakar vers Yaoundé, et son visage aux traits nobles de Wolof gardait la mélancolie de celui qui a dû quitter sa terre natale. Aminata Traoré, mère célibataire de 3 enfants, abandonna son plateau de beignets dorés encore fumant. Cette Malienne de 30 ans, arrivée au Cameroun après la sécheresse qui avait ruiné la ferme familiale, portait un boubou tissé traditionnel aux couleurs chatoyantes, rouge brique, orange safran et jaune soleil. Ses enfants, Fatoumata, 8 ans, Ibrahim, 6 ans, et Aïcha, 4 ans, se cachaient dans ses pagnes comme des poussins sous les ailes de leur mère. Jean-Claude Mouvogo, ancien étudiant en philosophie à l'université de Yaoundé 1, rangea prestement sa boîte de cirage. À 32 ans, cet intellectuel déchu aux rêves brisés gardait dans son regard noisette la flamme éteinte de celui qui avait un jour disserté sur Senghor et Césaire avant que la pauvreté ne le rattrapât. Tous convergèrent vers Papa Koto comme des pèlerins vers leur prophète. Papa Koto s'arrêta au centre exact du carrefour, là où une ancienne borne kilométrique de l'époque coloniale marquait encore la distance vers Douala. Il leva sa main droite ornée d'une chevalière en or massif gravée aux armes de sa famille, et un silence religieux s'installa. Sa sacoche en cuir fauve, patinée par les années et ornée de clous de cuivre disposés selon un motif géométrique traditionnel, s'ouvrit avec un cliquetis métallique. Il en sortit des liasses de billets si neufs qu'ils craquaient comme des feuilles sèches. Les billets de 10 000 francs CFA, ornés du portrait du premier président Amadou Idjo, brillaient sous le soleil comme des fragments d'or. Sa voix, grave et modulée par l'accent mélodieux de sa région natale, résonna dans l'air chargé de poussière. « Prends, mon fils, tu en as besoin. » Chaque mot tombait avec le poids d'une bénédiction ancestrale, et ses yeux noirs comme les eaux du lac Nyos fixaient chaque bénéficiaire avec une intensité troublante. Moussa reçut 50 000 francs pour son atelier de couture, Aminata 75 000 pour nourrir ses enfants, Jean-Claude 40 000 pour relancer son petit commerce de livres d'occasion. Chaque don s'accompagnait du même regard pénétrant, du même sourire énigmatique qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. L'effet fut immédiat et saisissant. Aminata tomba à genoux sur la terre rouge, ses larmes creusant des sillons dans la poussière qui maculait ses joues cuivrées. Ses mains tremblantes serraient les billets contre sa poitrine généreuse, et sa voix brisée par l'émotion murmurait des remerciements en bambara, sa langue maternelle. « Allah kabarika di ima !»« Que Dieu te bénisse !» Jean-Claude, oubliant sa dignité d'ancien intellectuel, dansait sur place en agitant ses bras maigres vers le ciel. Son corps décharné, marqué par les privations, tressautait de joie dans sa chemise élimée. Il criait en français mêlé de pidgin « Merci papa, Yudang Sabi El Abman, tu sauves ma vie !» Moussa, plus contenu par sa culture musulmane nordiste, inclina respectueusement la tête et porta la main à son cœur dans le salut traditionnel Peul. Ses yeux brillaient d'une reconnaissance muette, et ses lèvres murmuraient des versets du Coran en pulard. Une foule spontanée se forma, attirée par les cris de joie qui résonnaient jusqu'au quartier voisin de Nondkak et Mvog Ada. Les curieux accouraient, alertés par le téléphone arabe qui fonctionnait mieux que toutes les technologies modernes. En quelques minutes, le carrefour se transforma en une cour médiévale où chaque nouveau arrivant espérait sa part du miracle quotidien. Berthe Akono, couturière aux doigts abîmeux par les aiguilles, se fraya un passage dans la foule. Cette femme de 40 ans, veuve depuis que son mari avait péri dans un accident de chantier, élevait seule ses 5 enfants en reprisant des vêtements usés. Prosper Mbella, chauffeur de taxi au véhicule en panne depuis 2 mois, joua d'écoute pour s'approcher. Son visage angulaire de Bassa, marqué par les nuits blanches passées à chercher des solutions à ses problèmes financiers, exprimait un désespoir à peine contenu. Sa chemise à carreaux bleus, jadis élégante, montrait maintenant les stigmates de la déchéance. Col élimé, boutons manquants, accrocs mal recousus. Célestine Fouda, la vendeuse de légumes du marché, abandonna son étal de tomates et d'oignons pour rejoindre la procession des espérants. Ses 50 ans avaient été usés par le portage de lourds paniers sur sa tête et son dos voûté racontait l'histoire de 1000 trajets entre la gare routière et le marché central. Papa Koto distribuait l'argent avec la solennité d'un prêtre distribuant la communion, chaque don accompagné d'un regard pénétrant qui semblait graver quelque chose d'invisible dans l'âme du bénéficiaire.
À 3 kilomètres de cette agitation, dans le marché effervescent de Mfundi qui s'éveillait aux premières heures, Franklin Barga arrangeait méticuleusement les savons parfumés à l'huile de palme dans la petite boutique de Tonton Basile. L'odeur enivrante des épices, cannelle de Ceylan, poivre noir de Penja, gingembre local, se mêlait à celle des fruits tropicaux exposés sur les étals voisins. À 24 ans, Franklin détonnait dans ces quartiers où la plupart des jeunes survivaient au jour le jour. Ses traits fins révélaient son ascendance métissée. Père Sarah du Tchad, qu'il n'avait jamais connu, mère Ewando de la région centre. Sa peau cuivrée, plus claire que celle de ses voisins, lui avait valu dans l'enfance le surnom de Français, qu'il détestait. Ses cheveux courts et bien taillés encadraient un visage intelligent aux pommettes saillantes et aux yeux noisettes hérités de son père. Il portait invariablement la même tenue, chemise bleue délavée mais impeccablement repassée chaque matin, pantalon noir rapiécé mais propre et des sandales en plastique qu'il nettoyait religieusement. Contrairement aux autres jeunes de son âge qui se perdaient dans l'alcool de Bangui ou les combines douteuses, Franklin avait choisi la voie du travail honnête. Chaque geste était calculé, chaque franc gagné précieusement économisé dans une vieille boîte de lait en poudre Nido cachée sous son matelas. Tonton Basile Owona, le propriétaire de la boutique, était un homme complexe dont l'apparence bonhomme cachait un caractère redoutable. Ses 60 ans s'étalaient sur un corps corpulent de 120 kilos qui débordait de partout. Ventre rebondi tendu par des chemises hawaïennes aux couleurs criardes, joues rebondies qui tremblotaient quand il riait, et une calvitie naissante qu'il tentait vainement de dissimuler sous quelques cheveux gris plaqués au gel. Ses lunettes épaisses aux verres bifocaux grossissaient ses yeux fatigués et sa moustache grisonnante, taillée à l'ancienne mode, lui donnait l'air d'un petit fonctionnaire colonial. Il portait éternellement la même montre Casio dorée au bracelet métallique extensible, vestige de sa splendeur passée quand il était contrôleur des impôts. Mais sous cette apparence débonnaire se cachait un homme dur en affaires. Tonton Basile avait bâti son petit empire commercial, 3 boutiques et un bar, en prêtant de l'argent à des taux usuraires et en récupérant les biens de ceux qui ne pouvaient rembourser. Franklin ignorait ces pratiques, voyant en son patron un modèle de réussite par le travail. Chaque soir, après avoir fermé la caisse et nettoyé méticuleusement les étagères, Franklin s'installait sur un tabouret en bambou tressé dans l'arrière-cour de la boutique. Là, entre les sacs de riz empilés et les caisses de boissons gazeuses, il plongeait dans l'univers numérique de Papa Koto, avec la fascination troublée d'un ethnologue découvrant une civilisation inconnue. Son téléphone Samsung Galaxy S3 fissuré mais fonctionnel, acheté d'occasion avec 3 mois d'économie, affichait la page Facebook Papa Koto, le bienfaiteur de Nkolbisson. Les 127 000 abonnés témoignaient de la popularité du personnage, bien au-delà du quartier. Les photos révélaient un homme aux multiples facettes, tantôt en boubou traditionnel devant sa villa luxueuse de Bastos, tantôt en costume Armani dans des bureaux feutrés du centre-ville, parfois même en tenue de chasse traditionnelle dans la forêt équatoriale. Mais c'étaient les messages quotidiens qui troublaient le plus Franklin. Des énigmes cryptiques postées chaque jour à midi pile. Celui qui reçoit sans semer récolte dans le noir. Je ne donne pas l'argent, je réveille les âmes. Quand vous dormez, je vous observe travailler. Chaque graine porte en elle son jardinier. L'or que vous tenez aujourd'hui forge les chaînes de demain. Les commentaires sous chaque publication de Papa Koto formaient un concert de louanges et de supplications qui donnait le vertige. Franklin les lisait un à un, cherchant à comprendre l'ampleur du phénomène. Marie-Claire Neguema de Libreville. « Papa, vous avez sauvé ma famille. Grâce à vos 200 000 francs, j'ai pu ouvrir mon salon de coiffure. Que Dieu vous bénisse éternellement. » David Kamga de Douala. « Papa Koto, mon père spirituel, votre aide de 500 000 francs m'a permis d'acheter un taxi. Je prie pour vous chaque jour. » Estelle Bicoué de Biribi. « Merci papa. Avec vos 150 000 francs, j'ai pu envoyer mes enfants à l'école privée. Vous êtes notre messie. » Mais Franklin remarqua un détail troublant. Aucun de ces témoignages de gratitude n'était récent. Les plus anciens dataient de 2 ans, les plus récents de 6 mois. Où étaient passés tous ces gens? Pourquoi ne donnaient-ils plus de nouvelles de leurs projets supposés florissants? Il tenta de visiter les profils de ses commentateurs. Beaucoup avaient fermé leur compte Facebook. D'autres n'avaient plus publié depuis des mois. Ceux qui restaient actifs montraient des photos de plus en plus sombres. Visages fatigués, yeux cernés, sourires forcés. Poussé par une curiosité grandissante qui virait à l'obsession, Franklin commença son enquête personnelle.
Profitant de ses livraisons dans différents quartiers de Yaoundé, il rechercha discrètement les anciens bénéficiaires de Papa Koto, dont il avait relevé les noms sur Facebook. Au quartier Mokolo, il retrouva Hervé Gonod, qui avait reçu 300 000 francs pour monter un commerce de friperie. L'homme de 28 ans qu'il découvrit était méconnaissable. Amaigri, les yeux cernés de violet, les vêtements plus usés qu'avant son supposé succès. Il vendait désormais des sachets d'eau glacée au bord de la route nationale, sous un soleil de plomb qui faisait fondre l'asphalte. « Mon frère, que s'est-il passé avec ton commerce ?» demanda Franklin avec précaution, en achetant un sachet d'eau pour ne pas paraître indiscret. Hervé détourna le regard, fixant l'horizon poussiéreux où les mirages dansaient. « Le commerce, tout s'est écroulé en 2 mois, comme si une malédiction pesait sur moi. Les clients fuyaient, la marchandise se détériorait sans raison, et moi, je n'arrivais plus à dormir. » Il se rapprocha de Franklin et murmura d'une voix brisée. « La nuit, je rêvais que je travaillais dans des champs infinis. Je me réveillais plus fatigué qu'en me couchant. Mon corps souffrait, comme si j'avais vraiment labouré toute la nuit. » À Mélène, Franklin rencontra Clarisse et Bogo, qui avaient reçu l'aide de Papa Koto pour financer ses études d'infirmière à l'École nationale de santé publique. Cette jeune femme de 26 ans, aux traits délicats d'étonnement Guissa et à la peau claire comme le miel, avait été major de sa promotion avant d'abandonner inexplicablement en 3e année. Elle travaillait maintenant comme vendeuse dans une pharmacie de quartier, ses rêves de blouse blanche envolés. Ses mains fines qui auraient dû manipuler des seringues et des stéthoscopes comptaient maintenant des comprimés de paracétamol et de chloroquine. « Je n'arrivais plus à me concentrer sur mes cours », expliqua-t-elle, ses doigts jouant nerveusement avec son foulard en soie artificielle. « Pourtant, j'étais brillante. Mes professeurs ne comprenaient pas. Mais moi, je savais. Chaque nuit, je travaillais ailleurs, dans un hôpital de l'autre monde où je soignais des malades invisibles. Je me réveillais épuisé, vidé de toute énergie. » Ses yeux noisettes, jadis pétillants d'intelligence, étaient maintenant ternes comme ceux d'une femme qui a perdu ses illusions. « C'est depuis que j'ai accepté l'argent de Papa Koto. Au début, j'étais tellement reconnaissante, puis les rêves ont commencé. » Franklin sentit un frisson glacé parcourir son échine. Un schéma terrifiant se dessinait. Dans le quartier traditionnel de Mvogbetsi, au cœur de Yaoundé, vivait Mama Apolline, une voyante réputée pour sa capacité à lire l'avenir dans les feuilles de thé et les entrailles de poule. Franklin la trouva dans sa petite cour pavée de galets noirs, entourée de ses fétiches et de ses gris-gris suspendus aux branches d'un avocatier centenaire. Cette femme de 70 ans, à la peau fripée comme une vieille parcheminée et aux cheveux blancs tressés de fils d'or, portait un pagne traditionnel en écorce battue orné de kaori et de perles multicolores. Ses bras décharnés étaient chargés de bracelets rituels en cornes de buffle et en ivoire d'éléphant, et autour de son cou pendaient des amulettes diverses, dents de léopard, griffes d'aigle, racines séchées. « Jeune homme, dit-elle de sa voix chevrotante, après avoir examiné les feuilles de Kinkaliba dans sa tasse ébréchée. Tu portes en toi les questions sans réponse. Je vois un homme puissant qui distribue l'or, mais récolte les âmes. Méfie-toi de celui qui donne sans compter, car dans notre tradition, tout don exige un contre-don. » Elle jeta des kaoris sur une natte en raffia et fronça ses sourcils broussailleux. Les coquillages parlent de chaînes invisibles, de travail nocturne, d'énergie volée. Cet homme n'est pas de ce monde uniquement. Il navigue entre les vivants et les esprits. Maman Brigitte Mbarga, dans sa modeste chambre aux murs de parpaing brut blanchis à la chaux, sentait grandir une inquiétude sourde. Cette femme de 50 ans, aux formes généreuses modelées par les grossesses et le travail physique, avait l'intuition développée de toutes les mères africaines qui ont appris à sentir le danger avant qu'il ne frappe. Ses cheveux grisonnants, d'habitude cachés sous un foulard en madras multicolore, pendaient librement sur ses épaules rondes. Son pagne de nuit en coton local imprimé de motifs wax, oiseau exotique sur fond bleu ciel, la faisait ressembler à une madone africaine veillant sur sa progéniture. Elle observait son fils unique depuis l'entrebâillement de sa porte, notant ses habitudes changées. Franklin, d'ordinaire si méticuleux, négligeait maintenant certains détails. Chemise mal repassée, chaussures poussiéreuses, regard souvent perdu dans le vague. Il parlait peu au dîner, chipotait dans son plat d'ondolé aux arachides qu'elle préparait avec amour.
Surtout, elle remarquait ses interrogations obsessionnelles sur Papa Coto. « Maman, tu le connais depuis quand? Il fait ça depuis combien de temps? Tu as jamais entendu d'histoire bizarre sur lui ?» Autant de questions qui trahissaient une fascination inquiétante. Cette nuit-là, maman Brigitte fut visitée par un rêve prémonitoire. Elle se trouvait dans le village de son enfance, à Konolinga, au bord de la rivière Nyonge, aux eaux brunes chargées de latérite. Sa propre grand-mère, Mama Marguerite, morte depuis 15 ans, lui apparut vêtue d'un pagne blanc immaculé, ses cheveux nattés ornés de cauris brillants. « Ma fille, dit l'ancêtre de sa voix d'outre-tombe, ton fils marche sur un chemin dangereux. Il admirait un homme qui collectionne les âmes comme d'autres collectionnent les timbres. Mets-le en garde avant qu'il ne soit trop tard. » Dans ce rêve étrange, Mama Marguerite lui montrait Franklin travaillant dans un champ infini sous un soleil blanc aveuglant, entouré d'autres jeunes gens au visage émacié. Tous labouraient sans remâche sous le regard d'un homme en boubou blanc qui tenait une chicotte noire. Maman Brigitte se réveilla en sursaut, le corps couvert de sueur froide malgré la fraîcheur de la nuit. Le message était clair. Franklin était en danger. Le lendemain matin, pendant que Franklin prenait son petit déjeuner, pain grillé et café au lait concentré sucré, maman Brigitte tenta de lui faire part de ses inquiétudes. Assise en face de lui sur un tabouret en plastique rouge, elle observait son fils unique avec l'attention d'une mère poule guettant les prédateurs. « Mon fils », commença-t-elle en manipulant nerveusement les grains de son chapé en bois de santal. « Je m'inquiète pour toi. Tu changes. Tu poses trop de questions sur cet homme, Papa Coto. Dans notre tradition, quand quelqu'un donne trop, c'est qu'il prend ailleurs. » Franklin leva les yeux de son bol de café, agacé par ce qu'il percevait comme des superstitions de vieille femme. « Maman, tu racontes n'importe quoi. Papa Coto aide les gens, c'est tout. Il a bon cœur. Pourquoi tu veux toujours voir le mal partout ?» Mais maman Brigitte insista, sa voix prenant l'intonation grave des femmes qui transmettent la sagesse ancestrale. « Mon enfant, nos grands-mères disaient « Méfie-toi de celui qui donne sans compter, car il compte autrement. Cet homme cache quelque chose. Je le sens ici, » dit-elle en posant sa main sur son cœur. Franklin haussa les épaules et termina son petit déjeuner en silence. Les mises en garde maternelles glissaient sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Malgré les protestations de son fils, Mama Brigitte décida de mener sa propre enquête. Profitant de ses contacts dans le réseau informel des femmes du quartier, ces liens invisibles mais puissants qui reliaient toutes les mères de famille, elle commença à poser des questions discrètes. Mama Françoise, qui vendait du poisson fumé au marché central, lui confiait ses observations troublantes. « Depuis que mon neveu Pierre a reçu l'aide de Papa Coto, il a changé. Il dort mal, il maigrit, et son commerce de manioc ne marche pas malgré l'argent investi. » Sister Monique, l'ancienne religieuse reconvertie en couturière, ajoutait son témoignage. Ma nièce Cécile avait reçu 100 000 francs pour ses études de secrétariat. Elle a abandonné après 3 mois. Elle disait qu'elle travaillait la nuit dans ses rêves et se réveillait épuisée. Mama Rose, la vendeuse de feuilles de manioc, confirma. Mon gendre Alain a reçu 400 000 francs pour son taxi. 3 mois après, il l'a vendu à perte. Il disait qu'il ne pouvait plus conduire, qu'il s'endormait au volant. Maintenant, il pousse une brouette au marché et a l'air d'un mort-vivant. Un schéma effrayant se dessinait. Tous les bénéficiaires de Papa Coto finissaient plus mal qu'avant son aide, comme si l'argent reçu était maudit. Ce même soir, Franklin eut enfin une conversation franche avec Marcel Bébeil, son voisin de palier qui avait bénéficié de l'aide de Papa Coto 8 mois plus tôt. Marcel, mécanicien automobile de 30 ans aux mains expertes, avait reçu 350 000 francs pour moderniser son atelier de réparation. Assis sur des chaises en plastique devant leur immeuble décrépite, partageant une bouteille de bière Castel tiède sous les étoiles scintillantes, Marcel se confiait enfin. Son visage émacié, aux joues creusées par l'insomnie chronique, portait les stigmates d'un homme rongé de l'intérieur. « Franklin, mon frère, » murmura-t-il en regardant autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls, « je peux te dire la vérité que personne n'ose avouer. L'argent de Papa Coto, il est empoisonné. Depuis que je l'ai pris, je ne dors plus. Chaque nuit, je travaille dans l'autre monde. » Il but une longue gorgée de bière et continua, sa voix tremblante. « Je me retrouve dans un garage gigantesque, sous terre, où je répare des voitures invisibles pour des clients que je ne vois jamais. Mes mains saignent, mon dos se blise, et quand je me réveille, j'ai vraiment mal partout. Mon atelier ici, il périclite.
Les clients partent. Les machines tombent en panne sans raison. Je suis en train de tout perdre. Un samedi matin d'août, quand l'air était encore frais et que les premiers rayons du soleil perçaient timidement les nuages orageux, le destin frappa Franklin avec la brutalité d'un couperet de boucher. Les premières gouttes de la pluie matinale tambourinaient sur la tôle ondulée quand il ouvrit la boutique de Tonton Basile. L'atmosphère était lourde, électrique, comme avant les gros orages de saison des pluies. Les oiseaux se taisaient et même les mouches semblaient moins nombreuses. Franklin a rangé les dernières livraisons de la semaine, savon Cador, huile de palme raffinée, cube Maggi, quand 3 silhouettes encapuchonnées surgirent de l'ombre comme des démons échappés de l'enfer. Chindambarga, le leader du groupe, était une montagne de muscles de 110 kilos taillés à la serpe par 15 ans de prison et de violence. Ses avant-bras, couverts de cicatrices rituelles et de tatouages grossiers réalisés avec de l'encre de stylo et des aiguilles rouillées, brandissaient une machette Congo dont la lame noircie avait connu trop de sang. Son visage, marqué par une balafre qui courait de la tempe gauche jusqu'à la commissure des lèvres, exprimait une brutalité froide acquise dans les cours de prison. Ses complices, Kevin Bang et Patrick Fouet, étaient 2 loupards de 20 ans au regard fuyant et aux gestes nerveux. Kevin, fils de pasteur déchu, avait troqué les cantiques contre la délinquance après que son père eût été pris en flagrant délit d'adultère. Patrick, orphelin de guerre élevé dans la rue, ne connaissait d'autre loi que celle du plus fort. « Donne-nous tout, petit, sinon on te découpe en morceaux pour nourrir les chiens !» rugit Chinda, sa voix érayée par l'alcool de Bangui et les cigarettes de mauvaise qualité résonnant dans l'espace confiné de la boutique. Sa machette siffla dans l'air en décrivant un arc menaçant à quelques centimètres du visage livide de Franklin. L'odeur de la peur, cette sueur froide et acide qui trahit la terreur pure, emplit immédiatement la boutique. Franklin, paralysé comme un oiseau devant un serpent, sentit ses jambes se transformer en coton. Ses mains tremblantes, moites de sueur, fouillèrent maladroitement dans la caisse enregistreuse nationale défaillante. Kevin renversa les étagères d'un coup de pied rageur, projetant savon, biscuits et conserves sur le sol carrelé de rouge. Les bocaux de bonbons se brisèrent dans un tintement cristallin, répandant leur contenu multicolore comme des confettis macabres. Patrick, surexcité par la violence ambiante, fracassa la vitre réfrigérée à coups de gourdin, libérant un nuage de vapeur froide et l'odeur aigre des boissons renversées. Franklin leur tendit les 480 000 francs CFA de la semaine, une liasse épaisse de billets froissés, tachée maintenant de ses larmes de rage et d'impuissance. Les voleurs s'enfuirent en ricanant comme des hyènes repuits, laissant derrière eux un carnage qui ressemblait à un bombardement en miniature. 2 heures plus tard, Tonton Basile débarqua tel un typhon tropical, ses 120 kilos de chair vibrant de colère contenue. Ses petits yeux de cochon, grossis par ses lunettes épaisses, inspectèrent les dégâts avec l'expertise d'un expert en assurance. Sa chemise hawaïenne orange vif, ornée de palmiers roses et de perroquets verts, jurait violemment avec son humeur de dogue enragé. « Franklin !» tonna-t-il, sa voix de baryton basse faisant trembler les derniers objets intacts sur les étagères. « 40 ans que je tiens cette boutique, 40 ans sans un seul vol. Mes 3 boutiques, mon bar, ma réputation. Et toi, petit con, en 6 mois, tu attires les bandits comme un aimant attire la fraille. » Il planta son index boudiné, aux ongles rongés par le stress et jaunis par la nicotine, sous le nez de Franklin. Son haleine, chargée d'ail pilé, de café amer et de pastis 51, fit reculer le jeune homme jusqu'au mur. Des gouttes de salive ponctuaient chaque mot comme des projectiles. « Tu me rembourses jusqu'au dernier franc, sinon, direction Condengui, et je te garantis que là-bas, personne ne viendra te sauver. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre de 6 mètres carrés meublée d'un matelas posé à même le sol et d'une malle en contreplaqué qui servait de table de chevet, Franklin fit le calcul de sa ruine. Son salaire de 45 000 francs CFA par mois ne lui permettrait de rembourser qu'à raison de 20 000 francs mensuels. Il lui fallait sa part pour se nourrir et aider sa mère. À ce rythme, il lui faudrait 24 mois pour s'acquitter de sa dette. 2 ans pendant lesquels Tonton Basile ne manquerait pas de lui facturer des intérêts usuraires. 2 ans à vivre sous la menace constante de la prison. 2 ans d'enfer qui pourraient bien se terminer par l'effondrement de sa santé mentale. Il n'avait ni famille riche, ni économie. Sa mère, malgré tout son amour,
ne gagnait que 30 000 francs par mois en vendant des beignets et du café soluble. Aucun ami n'avait une telle somme à prêter. Les banques ne prêtaient pas aux pauvres sans garantie. Les taux se resserraient inexorablement. Et Franklin comprenait qu'il n'avait plus qu'une seule option, celle qu'il avait toujours refusée par fierté. Le désespoir poussa Franklin vers l'impensable. Assis sur son matelas, l'ampoule nue du plafond projetant des ombres mouvantes sur les murs lépreux, il contempla son téléphone Samsung fissuré comme un naufragé contemple sa dernière bouée. L'appareil, maculé par les empreintes digitales et les traces de graisse, était devenu son seul lien avec l'espoir. Dehors, Nkolbisson vivait sa symphonie nocturne habituelle, ronronnement des groupes électrogènes qui alimentaient les bars clandestins, musique makossa qui s'échappait des débits de boissons, pétarade des mototaxis qui slalomaient entre les nids de poules en éclairant la route de leurs phares vacillants. Parfois, les cris d'un ivrogne ou les pleurs d'un enfant perçaient cette cacophonie urbaine. Franklin ouvrit Facebook Messenger, ses doigts tremblants sur l'écran tactile défaillant qui répondait avec retard. Il chercha Papa Coto officiel et contempla longuement la photo de profil, cet homme souriant en boubou blanc qui incarnait à la fois l'espoir et le mystère. Puis, avec le soin d'un condamné rédigeant sa dernière lettre, il tapa son message de détresse. « Bonjour papa, je suis Franklin, je travaille dans une boutique à Nkolbisson. Je vous suis sur Facebook depuis longtemps. J'ai un grave problème. On m'a volé l'argent de la boutique et mon patron veut me mettre en prison. Je ne sais plus quoi faire. Pardon si je vous dérange, mais aidez-moi s'il vous plaît. » Le message envoyé, Franklin fixa l'écran avec l'intensité d'un mystique attendant la révélation divine. Les minutes s'égrenèrent avec une lenteur torturante. Chaque notification de son téléphone, publicité, spam, message d'un ami, faisait bondir son cœur comme un tambour de guerre pour retomber aussitôt dans la déception. 1 heure passa, puis 2. Franklin arpentait sa chambre exiguë comme un fauve en cage, ses pieds nus claquant sur le carrelage froid et fissuré. Par la fenêtre grillagée, il observait les derniers noctambules du quartier rentrer chez eux. Ouvriers d'usine terminant l'équipe de nuit, prostituées fatiguées regagnant leur chambre, gardiens de nuit finissant leur ronde. À 3 heures du matin, au moment où le quartier sombrait enfin dans un sommeil agité, son téléphone vibra. Une notification Facebook Messenger apparut sur l'écran. Papa Coto a répondu. Le cœur de Franklin s'arrêta 1 seconde avant de repartir à une cadence folle. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut s'y reprendre à 3 fois pour ouvrir le message. « Demain matin, 7 heures précises, rue des Manguiers, Villa Blanche. Viens seul, ne parle à personne. Apporte une photo de ta mère. » Cette dernière phrase glaça Franklin. Pourquoi Papa Coto voulait-il une photo de maman Brigitte? Quel rapport avec son problème d'argent? Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Mais le désespoir était plus fort que la prudence. Il fouilla dans la malle qui lui servait de table de chevet et en sortit une vieille photo en noir et blanc cornée au bord. Elle montrait maman Brigitte, à 20 ans, souriante, dans sa robe de baptême, devant l'église Saint-Pierre de Nkolbisson. Cette photo, l'une des rares qu'il possédait, était son trésor le plus précieux. Le reste de la nuit, Franklin ne ferma pas l'œil. Il resta allongé sur son matelas défoncé, fixant le plafond de tôle ondulé où s'accrochaient quelques toiles d'araignée. Les bruits familiers du quartier, ronflements du voisin, pleurs occasionnels d'un nourrisson, aboiements des chiens errants, ne parvenaient pas à l'apaiser. À 5 heures, quand les premiers coqs commençaient à chanter l'aube, il se leva et prit un bain méticuleux dans la bassine en plastique bleu roi. Franklin se prépara pour ce rendez-vous crucial avec la minutie d'un guerrier s'apprêtant pour la bataille. Il se savonna entièrement avec le savon de Marseille que sa mère gardait pour les grandes occasions, ce pain blanc parfumé à la lavande qui contrastait avec les savons artisanaux à l'huile de palme du quotidien. Il enfila sa tenue du dimanche, chemise blanche immaculée aux boutons de nacre, repassée la veille avec un fer à repasser à charbon par maman Brigitte. Pantalon noir en coton, son seul vêtement, chic, acheté pour l'enterrement de son grand-père paternel. Chaussures en cuir noir cirées jusqu'à briller comme des miroirs, empruntées à son voisin Samuel. Dans sa poche de chemise, il glissa précieusement la photo de sa mère et les 5 000 francs qui constituaient toutes ses économies. De quoi payer le transport et s'acheter un petit déjeuner en cas de besoin. Maman Brigitte, réveillée par les mouvements de son fils, l'observait depuis l'entrebâillement de sa porte.
Quelque chose dans l'attitude solennelle de Franklin l'inquiétait. Elle reconnaissait les gestes rituels de son propre père quand il se préparait pour les grandes occasions au village. « Mon fils, où vas-tu si tôt et si bien habillé ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une angoisse maternelle qu'elle tentait de dissimuler. « J'ai un rendez-vous important, maman, pour résoudre notre problème, » répondit Franklin, en évitant son regard. Il l'embrassa sur le front et sortit dans l'aube naissante, ignorant qu'il pourrait ne plus jamais être le même. Le trajet en taxi collectif de N'Kolbisson vers Bastos fut une traversée entre deux mondes. Franklin, serré entre un fonctionnaire endormi et une vendeuse de légumes, observait par la vitre sale le changement progressif du paysage urbain. Les baraques de tôle cédaient place aux maisons en dur, les routes défoncées à l'asphalte lisse, les vendeurs ambulants aux jardins soignés. Le taxi, une Toyota Hiace de 15 ans au siège éventré et aux vitres lézardées, peinait sur les côtes en crachant une fumée noire. Le chauffeur, Gustave Ebanga, un quinquagénaire aux tempes grisonnantes, compensait les défaillances mécaniques par une conduite artistique qui slalomait entre les obstacles avec l'habileté d'un danseur. À mesure qu'ils approchaient de Bastos, Franklin sentait grandir son appréhension. Ce quartier résidentiel, avec ses villas coloniales rénovées et ses ambassades, représentait un niveau de richesse qu'il n'avait jamais côtoyé. Les rues, bordées de flamboyants aux fleurs rouges sang et de frangipaniers odorants, étaient entretenues par des jardiniers municipaux. Quand le taxi le déposa à l'entrée de la rue des Manguiers, Franklin se sentit comme un paysan pénétrant dans le palais du roi. La rue des Manguiers était un Éden tropical où chaque détail révélait une richesse ostentatoire. Les villas, véritables palais modernes aux architectures éclectiques, se cachaient derrière des murs de 3 mètres couverts de bougainvilliers pourpres, de rosiers grimpants et de lierre panachés. L'air embaumait le jasmin étoilé. Les ylang-ylang et ses fleurs de frangipanier dont le parfum entêtant évoquaient les îles paradisiaques. Les trottoirs, pavés de granit rose importé d'Inde, étaient si propres qu'on aurait pu y manger. Des systèmes d'arrosage automatique entretenaient des pelouses dignes de Wimbledon et des lampadaires en fonte ouvragée, répliques de ceux des Champs-Élysées, ponctuaient cette perfection bourgeoise. Franklin, intimidé par ce luxe écrasant, marchait en rasant les murs. Ses sandales en plastique claquaient dérisoires sur cette perfection et il avait l'impression que chaque pas le trahissait comme un intrus. Les gardiens, en uniforme beige, plantés devant chaque propriété comme des statues vivantes, le suivaient du regard avec une suspicion à peine dissimulée. La villa blanche se dressait au bout de l'impasse comme un temple grec transplanté sous les tropiques. Ses murs immaculés, d'un blanc si pur qu'il blessait les yeux sous le soleil matinal, reflétait la lumière avec l'éclat d'un phare. Le portail en fer forgé noir, ouvragé de motifs art déco représentant des lianes stylisées et des oiseaux du paradis, était une œuvre d'art en soi. De chaque côté, 2 lions de pierre sculptés dans le granit gris de Namundere montaient une garde éternelle. Ces chefs-d'œuvre, ciselés par Maître Foucault, le plus célèbre sculpteur du Cameroun, possédaient une beauté troublante. Leurs yeux, incrustés de cornalines rouges, semblaient vivants et fixaient Franklin avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Il frappa timidement à la grille. Le carillon mélodieux qui résonna dans la propriété, une mélodie complexe rappelant les xylophones traditionnels bamileke, contrastait dramatiquement avec les klaxons agressifs et les cris du quartier d'où il venait. Après quelques secondes qui lui parurent une éternité, la porte d'entrée de la villa s'ouvrit sur une apparition qui coupa le souffle à Franklin. Madame Célestine Awassoum incarnait l'élégance métisse et moderne dans toute sa splendeur. Cette femme de 42 ans, originaire de Bamenda, dans la région anglophone, possédait cette beauté sophistiquée des élites africaines éduquées en Europe. Sa peau cuivrée, sans le moindre défaut, semblait avoir été polie par les dieux eux-mêmes. Elle portait un tailleur beige en lin italien parfaitement ajusté, qui épousait ses formes harmonieuses sans jamais être vulgaire. Ses cheveux, défrisés et coiffés en chignons sophistiqués, maintenus par des épingles en écailles de tortue, encadraient un visage aux traits délicats, où se mêlaient harmonieusement les gènes africains et européens, héritage d'un grand-père colon et d'une grand-mère princesse locale. Ces bijoux témoignaient d'un raffinement international. Boucles d'oreilles en or rose serties de diamants de laboratoire, bracelets Cartier authentiques aux maillons serpentins et une alliance ornée d'émeraudes de Colombie qui captait la lumière matinale. Son parfum, un Chanel numéro 5, dont Franklin ne connaissait pas l'existence mais dont l'élégance le troublait, flottait dans l'air comme une promesse de luxe inaccessible. « Tu es Franklin »
demanda-t-elle avec l'accent chantant de Bamenda, sa voix mélodieuse teintée d'un léger accent anglophone qui trahissait ses études à Cambridge. « Il t'attend !» Elle le conduisit à travers un jardin tropical luxuriant où des orchidées rares côtoyaient des plantes médicinales traditionnelles dans un mélange troublant de beauté et de mystère. La villa, de style néocolonial revisité, déployait ses 3 niveaux sur plus de 500 mètres carrés. Les colonnes cannelées en marbre de Carrare supportaient une terrasse panoramique d'où l'on dominait tout Yaoundé. Des œuvres d'art africains authentiques, masques Fang du Gabon, bronze du Bénin, sculptures sur bois de maîtres artisans, ornaient chaque recoin avec un goût parfait. Papa Koto l'attendait dans un bureau aux boiseries d'acajou rouge, assis derrière un bureau empire authentique. Ce matin-là, il portait un costume 3 pièces gris anthracite taillé sur mesure chez Brioni, à Rome, qui transformait sa prestance naturelle en autorité absolue. Sa cravate en soie pourpre, ornée de motifs géométriques dorés inspirés des tissus kente ghanéens, ajoutait une note africaine à cette élégance européenne. « Assieds-toi, mon fils », dit-il en désignant un fauteuil en cuir capitonné. Sa voix, plus grave qu'à l'habitude, semblait résonner depuis les profondeurs de la terre. Papa Coté écouta le récit de Franklin avec une attention théâtrale, hochant la tête au moment approprié, fronçant les sourcils avec compassion. Quand le jeune homme eut terminé son histoire, il se leva et marcha vers la fenêtre qui donnait sur la vallée. « Franklin, » dit-il en contemplant Yaoundé qui s'éveillait dans la brume matinale, « le malheur n'est qu'un nuage passager pour celui qui sait attendre le soleil. Je vais te donner 500 000 francs. Tu rembourseras ton patron et il t'en restera pour recommencer. » Il se tourna vers Franklin, ses yeux noirs brillant d'un éclat particulier. « Mais d'abord, montre-moi cette photo de ta mère. » Franklin tendit le précieux cliché d'une main tremblante. Papa Koto l'examina longuement, traçant du doigt les contours du visage de maman Brigitte avec une précision troublante. Puis, sortant un Polaroid professionnel, il photographia minutieusement le cliché sous différents angles. « Parfait », murmura-t-il en rangeant la photo dans un coffret d'ébène incrusté d'ivoire. « Maintenant, signe ce papier. » Le contrat, rédigé en français et en douala sur papier verger, semblait standard. Reconnaissance de dette, conditions de remboursement, clause de défaillance. Franklin, ébloui par la promesse de salut, signa sans lire attentivement. L'argent que Papa Koto compta devant Franklin était d'une beauté hypnotique. Les billets neufs de 10 000 francs CFA, aux couleurs vives et aux motifs complexes, s'empilaient avec la perfection géométrique d'une architecture. Chaque billet portait encore l'odeur particulière de l'encre fraîche et du papier monnaie nouvellement imprimé. « Prends, mon fils », dit Papa Koto en poussant la liasse vers Franklin. « Mais souviens-toi, dans ce monde, rien n'est jamais gratuit. Tu travailleras pour moi, d'une manière ou d'une autre. » Franklin, aveuglé par le soulagement, ne prêta pas attention à l'ambiguïté de cette phrase. Il serra l'argent contre sa poitrine comme un talisman contre tous ses malheurs. La texture des billets neufs, leur craquement sous ses doigts, lui semblait plus réelle que toute la richesse qui l'entourait. En sortant de la villa, il avait l'impression de marcher sur un nuage. Le monde lui paraissait plus coloré, plus lumineux. Même l'air poussiéreux de Yaoundé lui semblait plus pur. Il ne remarqua pas que Papa Koto et Madame Célestine l'observaient depuis la terrasse, leurs silhouettes se découpant contre le ciel comme 2 oiseaux de proie contemplant leur future victime. Le retour à Nkolbisson fut triomphal. Franklin, l'argent dissimulé dans une sacoche en plastique, rayonnait d'une confiance retrouvée. Chez Tonton Basile, la transaction se déroula avec la solennité d'un règlement de compte mafieux. Le patron, stupéfait par cette soudaine solvabilité, compta et recompta les billets avec l'expertise d'un banquier véreux. « Comment tu as trouvé tout cet argent ?» grommela-t-il, ses petits yeux de fouine scrutant Franklin avec suspicion. Mais devant la liasse complète et l'air innocent du jeune homme, il se contenta d'empocher son dû en grommelant des remarques désobligeantes sur les « miracles modernes ». Tonton Basile ne pouvait pas savoir que chaque billet qui passait entre ses doigts boudinés portait une signature invisible, une marque énergétique qui lierait bientôt Franklin à un destin qu'il n'avait pas choisi. Maman Brigitte, quand Franklin lui annonça la résolution du problème, accueillit la nouvelle avec un mélange de soulagement et d'angoisse. Son instinct maternel, aiguisé par 50 ans de vie africaine, flairait quelque chose d'anormal. «
Mon fils, d'où vient cet argent ? Demanda-t-elle en préparant le dîner. Riz au poisson-chat agrémenté de légumes-feuilles et de piments rouges. Un ami m'a aidé, maman. Ne t'inquiète pas, mentit Franklin, évitant son regard perçant. La première nuit, Franklin dormit du sommeil du juste, bercé par le soulagement de la dette effacée. Mais dès la deuxième nuit, les choses commencèrent à déraper de manière subtile mais inquiétante. Il se réveilla avec l'impression d'avoir travaillé toute la nuit. Ses muscles étaient endoloris, comme s'il avait porté de lourdes charges, et ses mains sentaient l'huile de moteur alors qu'il n'avait touché aucune machine. Plus troublant encore, ses draps étaient imprégnés d'une odeur de terre fraîchement retournée, comme s'il avait dormi dans un champ labouré. Au début, Franklin attribuait ces symptômes au stress post-traumatique du vol. Mais nuit après nuit, les signes s'intensifiaient. Il se réveillait de plus en plus fatigué, avec des courbatures inexpliquées et parfois des petites blessures qu'il ne se rappelait pas s'être infligées. Égratignures sur les avant-bras, ampoules aux paumes, écorchures aux genoux. Maman Brigitte remarquait ces changements avec l'inquiétude grandissante d'une mère qui voit son enfant s'éloigner dans un territoire inconnu. Franklin maigrissait visiblement, ses joues se creusaient et ses yeux perdaient leur éclat juvénile pour prendre cette teinte terne qu'elle reconnaissait chez les malades chroniques. La troisième semaine, Franklin commença à se souvenir de fragments de ses nuits. Ce n'étaient pas des rêves ordinaires, mais des expériences d'une netteté troublante, où il se retrouvait dans des lieux qu'il n'avait jamais vus de jour. Il travaillait dans une mine d'or souterraine aux galeries infinies, creusant avec d'autres hommes qu'il reconnaissait vaguement, tous d'anciens bénéficiaires de Papakoto. Il portait des lampes frontales qui éclairaient faiblement des parois rocheuses suintantes d'humidité. L'air, saturé de poussière dorée et de gaz toxiques, brûlait leurs poumons. Un contremaître invisible, dont il n'entendait que la voix terrifiante résonnant dans les tunnels, les fouettait de mots cruels. « Plus vite ! L'or ne se creuse pas tout seul, vous devez vos vies à Papakoto !» Le claquement de son fouet fantôme rythmait leur labeur forcé. Franklin se réveillait avec de vraies blessures. Dos striés de marques rouges, paumes écorchées par les outils imaginaires, poumons douloureux, comme s'il avait vraiment respiré la poussière minérale. Ses ongles étaient noirs de terre qu'il n'avait jamais touchés, et ses vêtements empestaient le soufre et la sueur. Pris de panique, Franklin commença une enquête systématique. Il retrouva tous les anciens bénéficiaires de Papakoto qu'il put localiser, et découvrit un schéma terrifiant. Tous présentaient les mêmes symptômes. Épuisement chronique, amaigrissement progressif, cauchemar de travail forcé, et échec systématique de leurs projets financés par le bienfaiteur. Marcel Bébé, le mécanicien, avait fermé son garage après 6 mois d'insomnie. « Je réparais des camions toute la nuit dans mes rêves », confia-t-il, des véhicules qui transportaient de l'or vers des destinations inconnues. Mes mains saignaient vraiment. Aminata Traoré, malgré les 75 000 francs reçus, ne parvenait plus à nourrir ses enfants correctement. « La nuit, je cuisine pour une armée invisible », murmura-t-elle, ses yeux cernés de violet témoignant de mois d'insomnie. Je prépare des milliers de repas pour des ouvriers que je ne vois pas. Je me réveille épuisé, et même la nourriture que je prépare le jour a perdu son goût. Jean-Claude Vougeot, l'ancien philosophe, était devenu une ombre de lui-même. Je travaille dans une bibliothèque sans fin, expliqua-t-il d'une voix atone. Je classe des livres écrits dans des langues que je ne comprends pas, pour des lecteurs qui n'existent pas. Mon intelligence du jour s'émousse, car elle nourrit ma servitude de la nuit. Comprenant que les méthodes conventionnelles ne suffiraient pas, Franklin décida de consulter Papa Mba Asana, un Ganga, guérisseur traditionnel réputé dans tout l'Est Cameroun. Ce vieux sage de 80 ans vivait dans le village de Mengong, à 4 heures de route de Yaoundé, dans une case traditionnelle construite selon les règles ancestrales. Le voyage se fit dans un taxi-brousse Toyota Ias bondé, sur des routes défoncées qui serpentaient à travers la forêt équatoriale. Franklin partageait l'espace exigu avec des paysans retournant au village, des commerçantes transportant leurs marchandises et des poules attachées par les pattes qui caquetaient dans leurs paniers. Papa Mba l'accueillit dans sa concession entourée d'un rideau de bambou et de palmiers à huile. Ce descendant direct des rois d'Ebolowa possédait cette prestance naturelle des vrais guérisseurs. Sa peau noire comme l'ébène était tatouée de scarifications complexes qui racontaient son initiation au mystère de la forêt. Ses cheveux blancs, tressés en nattes ornées de cauris et de griffes d'animaux totems, encadraient un visage buriné, mais aux yeux perçants comme ceux d'un aigle. Il portait un pagne en raffia teinté à l'indigo, et son torse nu était orné de colliers rituels. Dents de léopard,
griffes de panthère, racines magiques séchées et polies par des générations de guérisseurs. Après avoir examiné Franklin sous tous les angles, scrutant ses paumes, sentant son odeur, touchant ses temples, Papa Emba prononça son diagnostic avec la solennité d'un oracle antique. « Mon enfant, tu es victime des Nkulu, ces esprits esclavagistes qui se nourrissent de l'énergie vitale des humains. L'homme que tu appelles Papa Koto n'est qu'un intermédiaire, un collecteur d'âmes, pour des forces plus anciennes et plus puissantes que tu ne le peux l'imaginer. » Il jeta des graines de cola rouge sur une natte en raffia et interpréta les figures formées. « Regarde, tes nuits ne t'appartiennent plus. Ton corps physique dort, mais ton âme spirituelle travaille dans les plantations invisibles des Nkulu. Ils volent ton énergie vitale pour enrichir leurs maîtres terrestres et nourrir leurs appétits insatiables. » Franklin écoutait, partagé entre l'incrédulité de son éducation moderne et la peur viscérale que réveillaient ces révélations. Les explications de Papa Emba donnaient soudain un sens terrible à tous les symptômes qu'il subissait. « Mais pourquoi ma photo de ma mère ?» demanda Franklin, la voix étranglée par l'angoisse. « Pour t'enchaîner définitivement, » répondit le guérisseur avec gravité. « L'image de celle qui t'a donné la vie devient le lien qui attache ton âme au Nkulu. Ils utilisent l'amour maternel comme une chaîne spirituelle. » Papa Emba expliqua à Franklin que la libération était possible, mais exigeait un rituel complexe et dangereux. Il faut retourner l'énergie volée vers son source. Mais cela signifie affronter Papa Koto sur son propre terrain, dans le monde spirituel. Le guérisseur prépara une décoction complexe à base de racines de Voacanga africana, d'écorce d'iboga et de feuilles de cannabis sauvage. Cette potion, bue selon un protocole précis, permettait à Franklin de rester conscient pendant son travail nocturne et de comprendre la vraie nature de son exploitation. « Attention, mon fils », prévint Papa Emba en préparant le breuvage dans une calebasse sacrée ornée de motifs géométriques sculptés. « Une fois que tu verras la vérité, tu ne pourras plus faire semblant de l'ignorer, et Papa Koto sentira que tu lui échappes. Il deviendra dangereux. » Franklin but la potion amère en grimaçant. Le goût, mélange de terre humide et de plantes fermentées, lui souleva l'estomac. Mais il était déterminé à reprendre le contrôle de sa vie, quitte à risquer sa santé mentale. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Franklin resta conscient pendant son travail nocturne. Ce qu'il découvrit dépassait ses pires cauchemars. Il se trouvait dans une gigantesque usine souterraine aux dimensions impossibles, éclairée par des braseros qui projetaient des ombres dansantes sur les parois rocheuses. Des centaines d'hommes et de femmes, tous des Camerounais qu'il reconnaissait vaguement comme d'anciens bénéficiaires de Papa Koto, travaillaient dans un silence de mort. Certains extrayaient de l'or dans des mines aux galeries infinies, d'autres fabriquaient des objets inexistants sur des chaînes de montage spectrales, d'autres encore labouraient des champs de céréales noires sous un soleil artificiel aveuglant. Tous portaient au poignet des menottes énergétiques invisibles mais réelles, qui les reliaient à une machine centrale pulsant d'une lumière rouge maléfique. Au centre de cette ruche industrielle, Papa Koto trônait sur un siège taillé dans un bloc de quartz rose. Mais ce n'était plus l'homme élégant de la villa portière. Sa vraie nature se révélait. Créature hybride, aux yeux de braise et aux mains griffues, il collectait l'énergie volée dans des récipients cristallins qui s'emplissaient de lumière dorée, l'essence vitale de ses esclaves. « Bienvenue dans ta nouvelle existence, Franklin », dit-il avec un sourire qui révélait des dents d'un blanc trop parfait. « Tu travailleras pour moi jusqu'à ce que ton âme soit complètement vidée. Puis nous prendrons celle de ta mère pour continuer. » Papa Emba avait vu juste. Franklin comprenait maintenant qu'il faisait face à un phénomène qui dépassait largement l'escroquerie ordinaire. Papa Koto était un Koulou, ces sorciers cannibales de la tradition camerounaise qui se nourrissent de l'énergie vitale humaine pour acquérir richesse et pouvoir. Dans la cosmologie traditionnelle camerounaise, les Koulous occupent une place particulière dans la hiérarchie des forces maléfiques. Contrairement aux simples jeteurs de sorts qui s'attaquent par jalousie, les Koulous opèrent selon une logique commerciale perverse, ils transforment la chair et l'énergie humaine en richesse matérielle. Papa Koto avait modernisé cette pratique ancestrale. Au lieu de dévorer littéralement ses victimes comme les Koulous traditionnels, il avait inventé un système plus subtil, l'esclavage énergétique. Ces victimes restaient physiquement vivantes,
mais travaillait pour lui dans le monde spirituel, produisant une richesse invisible qu'il transformait ensuite en biens matériels. Les réseaux sociaux lui servaient de vitrine pour attirer de nouvelles proies. Sa générosité apparente masquait un système d'exploitation plus sophistiqué que n'importe quel capitalisme sauvage. Il ne volait pas l'argent de ses victimes, il leur en donnait pour mieux voler leur force vitale. Maman Brigitte, alertée par l'état de son fils qui se dégradait visiblement, mobilisa le réseau des femmes du quartier. En Afrique, quand un danger menace la communauté, ce sont les mères qui organisent la résistance avec l'efficacité d'un état-major militaire. Mama Victoire, la doyenne, convoqua une assemblée nocturne dans la cour de la mosquée de Nkolbisson. Sous la lueur vacillante des lampes à pétrole et des bougies artisanales, une vingtaine de femmes se rassemblèrent, leurs pagnes colorés formant un kaléidoscope dans la pénombre. « Mes sœurs », déclara Mama Victoire de sa voix chevrotante mais déterminée, « nos enfants sont en danger. Cet homme qui se fait appeler Papa Koto vole leur énergie vitale. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. » Mama Françoise, la vendeuse de poissons, témoigna. « Mon neveu Pierre a perdu 20 kilos depuis qu'il a pris l'argent de Papa Koto. Il travaille la nuit dans ses rêves et se réveille épuisé. Son commerce périclite. » Sister Monique, l'ancienne religieuse, ajouta. « Dans ma formation théologique, j'ai étudié les phénomènes d'oppression spirituelle. Ce que décrit Papa Mba correspond aux pratiques de sorcellerie industrielle mentionnées dans les textes de démonologie africaine. » Les femmes décidèrent d'une stratégie en 3 temps. D'abord, protéger spirituellement tous les enfants du quartier qui n'avaient pas encore été touchés par Papa Koto. Mama Victoire distribua des gris-gris protecteurs, sachets de tissu rouge contenant du sel béni, des griffes de lion et de la terre prélevée sur les tombes des ancêtres. Ensuite, documenter tous les cas de victimes pour comprendre l'ampleur du réseau. Mama Françoise se chargerait de répertorier tous les bénéficiaires connus de Papa Koto, leurs symptômes et l'évolution de leur situation. Enfin, organiser un grand rituel de libération collective. Sister Monique, forte de sa formation religieuse et de ses connaissances en exorcisme, collaborerait avec Papa Mba pour concevoir une cérémonie capable de briser les chaînes énergétiques de tous les esclaves spirituels. « Nous sommes les gardiennes de nos enfants », déclara maman Brigitte avec une détermination farouche. « Si les hommes se laissent piéger par l'appât du gain, nous, les femmes, nous protégerons la communauté. » Pour comprendre l'organisation de Papa Koto, les femmes décidèrent d'une mission d'infiltration audacieuse. Mama Joséphine, la plus jeune du groupe à 35 ans, se proposa de jouer le rôle de la solliciteuse désespérée. Cette mère de 4 enfants, veuve depuis que son mari était mort du paludisme faute d'argent pour les médicaments, avait l'apparence parfaite de la victime idéale. Ses traits tirés par les privations, ses vêtements usés mais propres et son histoire authentique de détresse financière en faisaient une candidate crédible. Elle se rendit au carrefour principal un mardi matin, quand Papa Koto effectuait sa distribution hebdomadaire. Cachée parmi la foule des solliciteurs habituels, elle observa minutieusement le rituel de distribution d'argent. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Papa Koto ne donnait pas l'argent au hasard. Il choisissait ses victimes selon des critères précis. Jeunes adultes entre 20 et 40 ans, isolés socialement, sans famille influente et surtout porteurs d'une détresse authentique qui rendait leur âme plus malléable. Avant chaque don, il effleurait discrètement la main du bénéficiaire, murmurant des incantations en langue secrète. Mama Joséphine, qui avait grandi avec sa grand-mère guérisseuse, reconnut les formules de capture spirituelle utilisées par les sorciers pour lier les âmes. Armées des informations collectées par Mama Joséphine, les femmes organisèrent le plus grand rituel de libération de l'histoire moderne de Yaoundé. Papa Mba accepta de quitter son village pour diriger cette cérémonie exceptionnelle, conscient que l'enjeu dépassait le cas individuel de Franklin. Le rituel se déroula dans la clairière sacrée derrière l'église Saint-Pierre de Nkolbisson, un espace béni par plusieurs générations de prêtres de pasteurs. 47 personnes se rassemblèrent. Les maires du quartier, Papa Mba et ses assistants, Franklin et 15 autres victimes identifiées de Papa Koto. Papa Mba avait apporté tous ses instruments de pouvoir, tambour sacré en peau d'antilope tendu selon les phases lunaires, hochet en calebasse rempli de graines d'arbres fétiches, couteau rituel forgé dans le fer météoritique et une collection d'amulettes héritées de 7 générations de guérisseurs. La cérémonie commença à minuit, au moment où les forces spirituelles sont les plus actives.
Les tambours battirent le rythme ancestral qui réveille les esprits protecteurs, et Papa Mba entonna les incantations de libération en langue fang, sa voix grave résonnant jusqu'aux limites du quartier. Ce que Franklin vécut cette nuit-là dépassait l'entendement humain. Pendant que son corps participait au rituel dans la clairière, son esprit fut projeté dans une bataille cosmique où s'affrontaient les forces de libération et d'asservissement. Il se retrouva face à Papa Koto, dans sa vraie forme. Entité monstrueuse, haute de 3 mètres, aux bras multiples terminés par des griffes acérées, aux yeux multiples brillants comme des charbons ardents. Autour de lui, gravitaient les âmes enchaînées de ses victimes, reliées par des liens énergétiques qui pulsaient comme des veines sanguines. « Tu ne m'échapperas pas, petit insecte !» rugit la créature avec une voix qui fit trembler les dimensions spirituelles. « Ton énergie m'appartient, ta dette est éternelle. » Mais Franklin n'était plus seul. Les incantations de Papa Mba et les prières des femmes du quartier créaient autour de lui un bouclier de lumière dorée. Les esprits des ancêtres, convoqués par le rituel, descendaient du ciel comme une armée céleste pour combattre l'Enkekulu. La bataille dura jusqu'à l'aube. Franklin sentait physiquement chaque coup, chaque attaque énergétique qui tentait de le ramener sous l'emprise de Papa Koto. Mais les forces protectrices étaient plus fortes. L'amour maternel de maman Brigitte, la solidarité des femmes du quartier, la sagesse ancestrale de Papa Mba. Au lever du soleil, quand les premiers rayons percèrent la canopée de la forêt environnante, Papa Koto poussa un hurlement de rage qui fit voler en éclats toutes les vitres dans un rayon de 100 mètres autour de sa villa. Sa défaite était totale. Non seulement il perdait Franklin, mais le rituel de libération avait brisé les chaînes spirituelles de tous ses esclaves. Dans tout Yaoundé, les victimes de Papa Koto se réveillèrent simultanément avec une sensation de légèreté qu'elles n'avaient pas ressentie depuis des mois. Marcel Bébé, Aminata Traoré, Jean-Claude Mvogo, Hervé Ngono, tous recouvrirent instantanément leur énergie naturelle. Papa Koto lui-même subit les contre-coups terribles de sa défaite. Sa fortune, entièrement basée sur l'énergie volée, commença à se volatiliser. Ses comptes bancaires se vidèrent mystérieusement, ses propriétés perdurent leur valeur du jour au lendemain et ses connexions politiques l'abandonnèrent, comme si un sortilège d'oubli s'abattait sur lui. Plus terrible encore, privé de l'énergie qu'il vampirisait, son corps commença à vieillir à une vitesse accélérée. En quelques jours, ses cheveux noirs devinrent blancs, sa peau se creusa de rides profondes et sa prestance légendaire s'effrita comme un château de sable. Franklin émergea de cette épreuve transformé, mais pas de la manière qu'il avait redoutée. Au lieu d'être brisé par la révélation de l'horreur qu'il avait vécue, il en sortit grandi et conscient de sa propre force. Il retourna travailler chez Tonton Basile avec une nouvelle philosophie de vie. Chaque franc gagné par son travail honnête avait désormais un goût de victoire personnelle. Il économisait scrupuleusement, refusant tout raccourci ou aide suspecte, bâtissant sa prospérité pierre après pierre. Son expérience avec Papa Koto lui avait enseigné la valeur inestimable de l'indépendance. Il comprenait maintenant pourquoi sa mère lui avait toujours dit « Mon fils, ce que tu gagnes par ton travail t'appartient vraiment. Ce qu'on te donne peut te posséder. » 6 mois après sa libération, Franklin avait économisé suffisamment pour ouvrir sa propre boutique dans le quartier de Mélène. Petite, modeste, mais entièrement financée par ses propres efforts, elle représentait sa vraie victoire sur les forces qui avaient tenté de la servir. 3 ans plus tard, Franklin était devenu l'un des jeunes commerçants les plus respectés de son quartier. Sa boutique, baptisée La Fourmi Travailleuse, prospérait grâce à sa philosophie simple. Prix honnête, qualité constante, service irréprochable. Mais plus important que sa réussite matérielle était le rôle qu'il avait choisi d'endosser dans la communauté. Franklin était devenu le gardien vigilant qui prévenait les jeunes contre les pièges des bienfaiteurs suspects. Quand un nouveau Papa Koto apparaissait dans les réseaux sociaux, car ils étaient légion, ces prédateurs modernes, Franklin organisait des séances d'information dans les écoles et les centres communautaires. Il racontait son histoire sans honte, expliquant comment l'appât de l'argent facile peut transformer l'homme libre en esclave invisible. Ses cicatrices énergétiques, désormais guéries, lui servaient de témoignages vivants. « Mes frères, mes sœurs, regardez-moi. J'ai survécu à l'enfer des Nukulu. La vraie richesse, c'est votre liberté. Ne la vendez jamais. » Le quartier de Nkolbisson avait changé depuis la défaite de Papa Koto. Les anciens esclaves énergétiques, libérés de leur fardeau invisible, avaient retrouvé leur créativité naturelle et leur force de travail. Marcel Bébé rouvrit son garage et devint le mécanicien le plus réputé de l'arrondissement. Aminata Traoré développa un commerce de plats cuisinés qui nourrissait une bonne partie du quartier.
Plus significatif encore, une nouvelle mentalité collective émergea. Les habitants avaient appris à se méfier des générosités suspectes et à privilégier l'entraide communautaire. Un système de tontine, épargne collective, se développa, permettant à chacun de financer ses projets sans dépendre de bienfaiteurs mystérieux. Mama Victoire, maintenant âgée de 78 ans, mais toujours vigilante, avait institué une veille permanente. Dès qu'un nouveau bienfaiteur apparaissait dans les environs, elle activait son réseau de femmes pour enquêter discrètement sur ses motivations réelles. Nous avons appris que les vrais bienfaiteurs travaillent dans l'ombre et ne cherchent jamais la célébrité, expliquait-elle aux jeunes. Celui qui fait du bruit autour de sa générosité cache toujours quelque chose. Mais Papa Koto n'avait pas dit son dernier mot. Affaibli mais pas détruit, il avait quitté Yaoundé pour refaire surface à Douala, le poumon économique du Cameroun. Là, dans les quartiers portuaires de New Bell et de Bonabéry, il recommençait son manège avec une stratégie adaptée. Au lieu de distribuer l'argent physiquement, il utilisait désormais les transferts mobiles Orange Money et MTN Mobile Money, touchant un public plus jeune et plus connecté. Ces nouvelles victimes étaient des étudiants endettés, des jeunes diplômés au chômage, des artistes en galère, tous ceux que la modernité avait laissés sur le bord de la route. Franklin apprit cette résurgence par son réseau de contacts. Un de ses cousins, étudiant à l'université de Douala, lui envoya une capture d'écran inquiétante. Une page Facebook baptisée « Le bon samaritain de Douala », qui utilisait exactement les mêmes méthodes que Papa Koto. « Il faut l'arrêter », déclara Franklin à maman Brigitte. « Si nous ne faisons rien, il va contaminer toute la jeunesse du pays. » Franklin organisa une expédition vers Douala avec Papa Mba et une délégation des femmes de Nkolbison. Cette mission de libération nécessitait une préparation minutieuse car Papa Koto, échaudé par sa défaite précédente, avait renforcé ses défenses spirituelles. Le voyage se fit dans 2 taxis-brousses affrétés pour l'occasion. L'équipe comptait 15 personnes, Franklin et 5 autres anciens esclaves énergétiques immunisés contre les sortilèges de Papa Koto, Papa Mba et 2 de ses assistants guérisseurs, Mama Victoire et 5 femmes expertes en protection spirituelle. Pendant les 4 heures de trajet sur la route nationale numéro 3 qui serpente entre forêt et plantation, Papa Mba expliqua la stratégie. Papa Koto a appris de ses erreurs. Il ne montrera plus son vrai visage. Nous devons l'attirer dans un piège spirituel. Le plan était audacieux. Franklin jouerait le rôle du solliciteur naïf pour approcher Papa Koto, pendant que Papa Mba et les femmes prépareraient un grand rituel de bannissement dans le quartier Bell de Douala, sur les terres sacrées où reposaient les anciens rois Douala. À Douala, Franklin retrouva Papa Koto dans un cybercafé moderne du quartier Aqua, déguisé en jeune entrepreneur en difficulté. Le prédateur, affaibli mais toujours dangereux, avait repris une apparence humaine plus modeste. Costume de businessman local, montre dorée clinquante, sourire calculé. « Alors, jeune homme, tu as besoin d'aide ?» demanda Papa Koto, étudiant Franklin avec l'attention d'un entomologiste examinant un insecte rare. Il ne reconnaissait pas son ancien esclave, transformé par 3 années de liberté recouvrée. « Oui, papa. Mon entreprise de transport connaît des difficultés. Il me faudrait 300 000 francs pour acheter un 2e taxi. » Mentit Franklin avec un aplomb d'acteur professionnel. Papa Koto sortit son smartphone dernier cri et commença à préparer le transfert d'argent. Mais au moment où il allait finaliser la transaction, Papa Mba surgit du cybercafé voisin accompagné de 3 femmes en tenue traditionnelle. « Assez !» tonna le guérisseur en levant son bâton de commandement orné de coris et de griffes d'animaux totems. « Au nom des ancêtres du peuple Douala, au nom des esprits protecteurs du mont Cameroun, je te bannis de cette terre. » Ce qui suivit défie toute description rationnelle. Dans le cybercafé bondé de jeunes gens consultant leurs emails et leurs réseaux sociaux, une bataille spirituelle invisible se déroula sous les yeux incrédules des témoins. Papa Koto tenta de fuir, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Une force invisible le clouait au sol, tandis que Papa Mba récitait les formules de bannissement en langue douala ancestrale. Les écrans d'ordinateur grésillèrent, les néons clignotèrent et une odeur de soufre envahit progressivement l'espace. « Tu n'as plus de pouvoir ici », déclara Papa Mba, ses scarifications rituelles brillant d'une lumière surnaturelle. « Les mères de cette terre t'ont rejeté, les ancêtres te maudissent. Retourne dans les ténèbres d'où tu viens. » Papa Koto poussa un cri de rage qui fit exploser tous les écrans du cybercafé dans un concert d'étincelles et de fumée.
Puis, sous les yeux stupéfaits de Franklin et des clients terrorisés, il commença à se désagréger littéralement. Son corps se transforma en fumée noire qui s'échappa par les fentes et disparut définitivement. Seuls ses vêtements restèrent, affaissés sur la chaise, comme l'enveloppe vide d'une existence factice. Dans les jours qui suivirent, l'enquête menée par Franklin et Papa M'Ba révéla l'ampleur terrifiante du système qu'il venait de démanteler. Papa Koto n'était qu'un maillon d'une chaîne internationale de Kululua modernes qui avait adapté les pratiques ancestrales aux réalités du XXIe siècle. Leur réseau s'étendait dans toute l'Afrique centrale et occidentale, Lagos, Abidjan, Kinshasa, Libreville. Partout, des bienfaiteurs mystérieux utilisaient les réseaux sociaux et les nouvelles technologies pour attiger leurs victimes. L'argent distribué provenait de l'énergie vitale volée, transformée en richesse matérielle par des rituels sophistiqués hérités de traditions millénaires. Papa M'Ba expliqua à Franklin que leur victoire à Douala avait créé une faille dans ce réseau occulte. Privés de leur coordinateur régional, les autres Koulous du réseau perdraient progressivement leur pouvoir. « Le mal se nourrit de l'ignorance », enseigna le vieux sage. En éveillant la conscience des gens, nous avons allumé une lumière qui repousse les ténèbres. La nouvelle se répandit dans tout le Cameroun grâce au réseau informel plus efficace qu'Internet. Marchés, églises, mosquées, débits de boissons. L'histoire de Franklin devint une légende moderne qui servait de mise en garde contre les prédateurs contemporains. Maman Brigitte, désormais âgée de 55 ans, était devenue une figure respectée du quartier. Son rôle dans le sauvetage de son fils et la protection de la communauté lui avait valu une reconnaissance qui dépassait les frontières d'une Colbison. Elle dirigeait maintenant un réseau de mères vigilantes qui couvrait tout l'arrondissement de Yaoundé 4. Ces femmes, formées aux techniques de détection des prédateurs spirituels, intervenaient dès qu'un nouveau bienfaiteur suspect apparaissait dans leur secteur. Leur méthode était simple mais efficace. Observation discrète, enquête sur l'origine de la richesse du supposé bienfaiteur, vérification du devenir de ses anciens protégés et alerte immédiate si les signes concordaient avec ceux d'un Koulou. « Nos grands-mères nous ont légué la sagesse », expliquait maman Brigitte aux nouvelles recrues. « À nous de l'adapter aux dangers modernes. Les Koulous changent de visage, mais leur nature reste la même. Ils se nourrissent de notre naïveté. » Franklin épousa finalement Marie-Josée Meka, une institutrice du quartier Congo qui partageait sa philosophie de vie basée sur l'effort personnel et la méfiance envers les facilités suspectes. Leur mariage, célébré selon les traditions à l'église Saint-Pierre puis dans la concession familiale, fut l'occasion d'une grande fête communautaire financée par leurs propres économies. Leur premier enfant, Emmanuel Franklin Mbarga, naquit 3 ans après le bannissement de Papa Koto. Dès ses premiers pas, cet enfant fut élevé dans la culture de l'effort récompensé et de la vigilance contre les prédateurs. Franklin lui racontait chaque soir l'histoire de sa propre aventure, adaptée en conte moral. « Mon fils, souviens-toi toujours que ce qui semble trop beau pour être vrai cache souvent un piège. Le vrai trésor, c'est ce que tu construis avec tes propres mains. » La boutique La Fourmi Travailleuse était devenue une école informelle où les jeunes du quartier venaient apprendre les bases du commerce net. Franklin, sans jamais prendre le titre officiel de professeur, transmettait ses connaissances avec la générosité de celui qui a échappé aux ténèbres. L'histoire de Franklin et Papa Koto dépassa les frontières du Cameroun. Papa M'Ba, invité à des colloques internationaux sur les pratiques occultes modernes, témoigna devant des assemblées d'anthropologues, de sociologues et de responsables religieux. L'Afrique moderne fait face à une nouvelle forme de colonisation, expliquait-il dans les universités européennes et américaines. Nos jeunes, déracinés de leurs traditions, mais pas encore intégrés à la modernité, deviennent les proies de prédateurs qui exploitent cette vulnérabilité. Son témoignage contribua à l'émergence d'un mouvement international de protection contre l'exploitation spirituelle. Des ONG spécialisées se créèrent, des centres d'aide aux victimes s'ouvrirent et surtout, un réseau de prévention se mit en place dans les écoles africaines. L'UNESCO intégra l'histoire de Franklin dans ses programmes éducatifs sur les pratiques traditionnelles nocives adaptées à l'ère numérique. Le conte devint un outil pédagogique utilisé de Dakar à Nairobi pour sensibiliser les jeunes aux dangers des enrichissements suspects.
10 ans après son aventure, Franklin était devenu père de 3 enfants et propriétaire de 4 boutiques dans différents quartiers de Yaoundé. Sa réussite, entièrement bâtie sur l'effort personnel et l'épargne patiente, témoignait de la validité de sa philosophie de vie. Mais le vrai succès de Franklin se mesurait à l'aune d'un autre critère. Aucun jeune de Nkolbisson n'était tombé dans les pièges d'un nouveau Papakoto depuis 10 ans. La vigilance collective, maintenue par les mères vigilantes et les témoignages des survivants, avait créé une immunité communautaire contre ce type de prédation. Un matin d'harmattan, similaire à celui où tout avait commencé, Franklin se tenait au même carrefour où Papakoto distribuait jadis son or empoisonné. Mais cette fois, c'était lui qui s'adressait à un groupe de jeunes venus l'écouter. « Mes frères, dit-il en contemplant ces visages curieux et pleins d'espoir, je vais vous raconter l'histoire la plus importante de ma vie. L'histoire de l'homme qui donnait tout et prenait l'essentiel. L'histoire de l'esclavage moderne déguisé en bienfaisance. L'histoire de notre victoire sur les forces qui veulent nous maintenir dans la dépendance. » Sa voix porta loin dans l'air sec de l'harmattan, rejoignant les leçons millénales des griots et des conteuses, ces gardiens de la sagesse africaine qui transmettent de génération en génération les vérités essentielles à la survie de la communauté. L'oiseau qui chante dans sa cage ne sait pas qu'elle est dorée. Cette histoire vraie, qui se déroule encore aujourd'hui dans les quartiers de nos villes africaines, porte en elle la sagesse ancestrale de nos peuples. Elle nous rappelle que la véritable richesse ne se donne pas, elle se mérite. Que la vraie liberté ne s'achète pas, elle se conquiert. Que l'authentique dignité ne se reçoit pas, elle se construit jour après jour par l'effort et la persévérance. Papakoto et ses semblables continuent d'exister sous différentes formes. Gourous financiers, prophètes de la prospérité, mentors en développement personnel, influenceurs de la réussite facile, leur stratégie reste la même. Exploiter la détresse humaine pour créer une dépendance profitable. Mais tant qu'il y aura des Franklin pour témoigner, des Mama Brigitte pour protéger, des Papa Mba pour guider et des Mama Victoire pour transmettre la sagesse, la communauté restera vigilante. Car, comme le rappelle ce proverbe bantou qui clôt notre histoire, la vraie richesse d'un homme se mesure non pas à ce qu'il possède, mais à ce dont il peut se passer sans perdre sa dignité.